الزول في اللون تسجيلت بوسكين تسجيلت يشدن غونار أجر غلان يعني كذا هناك ذي ثموث سوريا ولم ديك أم شكا أسل وينس بشار الأسد إسرس أوذبو يرول غير موسكو أنا وقت فنم كان يستوران ثم شبولا كداوا دي نادي ثمورث سوريا ذا أبو محمد الجولاني ديون المزيان عندنا غالغو القايت أثني السين أوغان ذي نسيكت فنا كثمورث مشى ذا نواث أبو محمد الجولاني ذا شو ديك الصاوظن ثموث كين سوريا تفضل لي حالا أمثكي ثمش بولا مليح مليح وسمي له سير وزكان سوريا ذا شو إذا كان أسعونا كي أيني منقر لمينوريتي غرفان النظام وكذلك ساعتي ديال النظام ماشي ذي يوث ماشي سنات كلان ذي ثموثن السوريا ذي نفقي كي النار ذي يون ومغناس كيكي غف الحملة من سوريا ما زبس نسمع كيكي تيدي قار نكسميين ذا نغما ذا مغناس غف الحملة نكسح غف سوريا وكيذ النظار حمود قلان سادس الواي انت تدوك لا من قلقاماش ذي موريال لكن داني إلا ذي يونو الجاي ذا موسنا وكيكين انت بيو شيميث ذي موريال سينير إيماس حمود نزار الزلفلاك بونجور دكتور حمود. Bonjour. Voilà, je vous ai entendu dans ma langue. J'ai dit principalement que vous êtes le mieux placé pour nous expliquer un peu ce qui se passe un peu sur la scène politique syrienne avec tous les troubles qu'il y a eu depuis le 10 décembre, la chute de Bachar al-Assad qui est, comme on le sait tous, de confession alawite. Et vous-même, vous êtes alawite, mais vous êtes peut-être avec des pensées différentes que Bachar al-Assad. Ce serait bien si vous pouvez, avant de commencer, Hamoud, Nzar, de nous raconter brièvement qui est Nzar Hamoud. Tout d'abord, j'aimerais bien vous mentionner que je suis content de vous entendre parler dans votre langue maternelle. C'est vraiment une langue, une belle langue. Et puis, j'étais étonné de la souplesse de vos mots et tout ça. C'est vraiment, et ça fait plaisir aussi de savoir qu'il y a des Amazighs, qu'il y a des Berbères qui tiennent vraiment à garder leur langue nationale, leur langue maternelle de leurs ancêtres. Donc, Merci, merci beaucoup. deuxième chose, vous m'avez demandé de me présenter. Ben, je m'appelle Nizar, je suis diplômé de l'université de Tishrin à Latakia en Syrie en 86. J'ai été boursier, j'étais parmi les premiers de ma classe, donc je suis allé pour faire doctorat à l'ex-Union soviétique, au défunt Union soviétique. J'ai terminé mon doctorat en 91 à Tbilissi, en Tbilissi, Géorgie. Je suis retourné enseigner à l'Université de Damas, faculté de médecine, de la biochimie, jusqu'à 2010, non, attendez, oui, c'est ça, jusqu'à 2000, voilà. 2000, j'ai décidé de quitter le pays pour aller au Canada, ici à Montréal, et j'ai fait un autre diplôme universitaire à l'Université de Montréal, faculté de médecine, nutrition clinique, puis j'ai fait aussi un peu d'études supérieures. J'ai un petit diplôme, ça s'appelle, je pense, diplôme de spécialisé en nutrition. Puis après ça, j'ai commencé à travailler tout de suite en 2004 et jusqu'à l'année présente comme nutritionniste clinicien à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Gériatrie, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est la science des personnes âgées, des aînés. Donc, on s'occupe de la nutrition de nos aînés à l'hôpital. Puis, je suis devenu le coordinateur du département de la nutrition clinique à l'Institut où je travaille. Voilà, c'est un résumé très rapide. Très bien, merci beaucoup. تسلم لكن مس نزار حمود ذوين يغران ذي ثموث ثمزوارون يبدا تيد القرايه كيفاش 86 سي الدبلوم ليسونس نعم بكالوريا ثوسنا نوغاما نعم ليسونس ناتورال كوين يشدنا غاف بيوشيميث ذي سداويث تيشغين لكن من بعدك يروح على ثموث من جورجيا عندك يخدم الدكتوراه ينس ذي تبيليسي ديما ذي كاد ذي توسنا كانت بيوشيميث شكي بوثيت ذي الدكتوراه ينس تكاديميث توسنا من جورجيا تبيليسي 91 دعايميرا يكشمك تموت يغالي تسك
إسراغن إسرار إلينا دي داماس دي تزاويث توجيا نا فاكولتي دو ميدسين سي 91 ألما زوج آلاف ميديوسا غاداكي غالكيباك دا ذاكي يا وذي روح يغرى ذي بود يكرداس أسداوان توسنا واني شدنا ووتشي نا غاين منقار diplôme universitaire en sciences de la nutrition clinique des زاوية توجيا دي مونريال شكين يبوثي دي زوج لا فوروار ذاك من بعد ذاك يغال يروح يخدم ذا قصدو أسدوان جرياتريا كي ذا تسنا يمدان يمقام دي توذرس دي العمر سيونس دي بيرسونز âgées كي تفهم ذا كان دعني أينو دينا يا مس نزار حمود ذاك نتا يثبت دير في ذوك لان قلقامش دي مونريال زوج آلاف وستة دونك avant de commencer avant de passer à l'autre question c'est quoi la raison qui vous a poussé, Monsieur Nzar, Hamoud, à fonder l'association Galgamesh de Montréal? C'est très simple. La société Gilgamesh a été fondée en 2006 parce qu'en arrivant ici, j'ai trouvé que nous avons un bagage un peu pathologique avec nous. On est venu ici au Canada avec un autre bagage qui est un peu pollué, si vous voulez, entre guillemets, de notre vécu dans nos pays d'origine. Donc, pollué dans quel sens? Bien sûr, on est tous fiers de nos origines, sauf que chacun arrive ici avec ses conflits intérieurs, que ce soit au niveau religion, que ce soit au niveau ethnique, que ce soit au niveau nationalité. Donc, tous ces conflits-là se présentent ici et se manifestent de manière très claire parce que ici, la liberté est consacrée et donnée à tout le monde de s'exprimer. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai trouvé les gens, les Syriens, entre autres, bien sûr, qui se ramassent, qui se regroupent, qui se regroupent dans leur appartenance, obédience religieuse, c'est-à-dire que ce soit les musulmans dans la mosquée, les chrétiens dans leurs églises, chacun dans leur et il n'y a pas y a pas de lutrin, si vous voulez, où il n'y a pas de plateforme pour les gens qui sont laïcs et d'origine arabe. Donc c'est très rare ça. Et j'ai pas trouvé vraiment une société ou une association qui parle avec à partir, c'est-à-dire en se basant là-dessus. Donc moi, j'ai décidé en 2006 de faire une plateforme pour les laïcs arabes, d'origine arabe, entre guillemets, parce que arabe, chez moi, j'ai un peu de misère avec ce mot, parce que c'est trop général et trop imprécis, et non pas scientifique. Donc, j'ai décidé de faire de fonder une plateforme pour les laïcs, pour les laïcs d'origine des pays arabophones. Voilà, je préfère dire ça comme ça. Et on fait depuis 2006 des activités à tous les mois depuis 2006, c'est beaucoup. Hein. Donc on fait théâtre, conférences, rencontres, poésie, cinéma, etc. Ça fait très longtemps. Et je pense qu'on a réussi à atteindre une bonne clientèle. Et on fait aussi un pont entre nous comme communauté d'origine moyen-orientale. Là aussi, le terme, je pense que c'est pas vrai. Proche orientale, je parle de la Syrie, le Liban, tout ça. Et la communauté indigène ici, les Québécois, on fait des conférences sur la laïcité, justement, sur le woke, par exemple, on a fait, sur la cause palestinienne, sur différentes affaires, pour expliquer le contexte à nos concitoyens, et consoeurs et confrères ici, dans notre pays, dans notre beau pays actuel, le Québec. Très bien, merci beaucoup. Ceci dit, on va passer à l'actualité, à ce qui nous a réunis sur toute cette interview, c'est Bachar al-Assad. Comme on sait que Bachar al-Assad il fait partie donc de la dynastie alaouite qui a pris le pouvoir exactement le 14 mars 71, soit disant après, quelques mois après, en novembre 70, que son père Hafez al-Assad a fait coup d'État au président qui était en place, Nordin al-Atassi. Depuis, c'est la dynastie alaouite qui a pris le pouvoir jusqu'à date et beaucoup de choses ont été dites sur cette dynastie-là. Donc, je suis très content que vous-même, vous êtes alaouite parce que euh, très peu de gens comprennent c'est quoi exactement la dynastie alaouite. C'est quoi sa définition? Est-ce que c'est une secte musulmane? Comme on a l'habitude d'entendre parler beaucoup plus souvent sunnite et chiite, etc. Ça serait peut-être vous êtes la personne la mieux indiquée de nous expliquer c'est quoi c'est alaouite. D'abord, je ne sais pas si c'est le bon terme dynastie. Dynastie, ça veut dire une famille qui est. C'est pas ça, c'est pas vraiment ça. Le monsieur Hafez al-Assad, quand il a pris le pouvoir en 1970,
Ben, il a pris le pouvoir, pas parce qu'il est alaouite, il a pris le pouvoir parce qu'il était un officier, puis pilote dans l'armée syrienne. Et il a grimpé au pouvoir à la tête du parti Al-Baas. Donc, c'est pas parce qu'il est alaoui qu'il est arrivé au pouvoir. Donc, c'est pas une dynastie il est Oui. arrivé au pouvoir comme un officier d'armée. Et là, donc c'est lui qui a fondé cette notion, si vous voulez dire, de donner la République comme héritage familial. C'est de là où le problème a commencé, parce que théoriquement et pratiquement, un président de la République, d'une République, il doit respecter les bases, les fondements de la République. Donc lui, il n'a rien fait de ça. Il a vidé la société civile syrienne de toutes ces bornes, si vous voulez. Il n'y a plus de syndicats, il n'y a plus d'armée nationale, il n'y a plus de, quand je dis il n'y a plus que ça veut dire, bon, il y en a, ça reste bien sûr, les institutions sont là, mais ils sont vidés de leur, de leur, Substance. de leur substance et ce sont seulement des gens qui remplissent des postes, mais ce n'est pas vrai, tout est vidé. Donc, il a réussi à faire tout ça avec une main de fer via ses forces de sécurité nationales, entre guillemets, ce qui a fait que, puis, il a continué à régner une période après une autre, un épisode après un autre, des élections après des élections. Et à la fin, quand il a vu la fin arriver, la fin biologique arriver, donc, il a donné la République comme héritage à son fils. C'est ça le problème, c'est ça le Au fait, nous avons en train de discuter, c'est pas qu'il a donné, parce que quand même, il s'attendait pas à sa mort. Il est mort je pense, le 10 juin 2000, mais après sa mort, est-ce que c'est lui qui a laissé consigne, est-ce que son fils prenne le pouvoir ou pas, ou bien c'est le système qu'elle a mis en place. Et chose est certaine, c'est que le 17 juillet 2000, il est devenu donc président, Bachar al-Assad, mais normalement, de par la Constitution, il n'avait pas le droit parce qu'il n'avait pas l'âge. Il n'avait pas l'âge nécessaire. Donc le système qui était autour de Hafez al-Assad, et qui a fissuré un peu la Constitution pour le rendre éligible. Voilà comment ça s'est passé, n'est-ce pas? Tout à fait, mais j'insiste sur le mot héritage parce qu'avant Bachar al-Assad, lui, il a mis ses efforts sur son premier fils, sur son fils aîné, Bassel al-Assad, avant Bachar. Oui, Donc lui, il a oui. préparé Bassel, parce que Bassel était un officier un peu allumé, disons, comparé à Bachar. Il avait un caractère de leadership quand même assez important. Donc il était préparé pour prendre, c'est pour ça que j'ai dit, il a donné la République comme héritage. Mais malheureusement pour lui, et heureusement peut-être, je ne sais pas si malheureusement, heureusement, mais quand il est décédé, donc Bachar al-Assad est décédé. Donc il n'y a plus de choix que Bachar al-Assad, son deuxième fils, médecin, ophtalmologue, qui était très, très, très loin de tout ce qui est politique. Il était à Londres d'ailleurs, il faisait ses études en ophtalmologie dans une université londonienne. Donc, ils l'ont appelé en urgence pour revenir à Damas, puis prendre le pouvoir. Puis il a fait si vous voulez dire, des cours, des formations intensives pour se préparer à hériter, j'insiste là-dessus, son père, hériter la République. Et c'était bien sûr, comme je dis, hériter, ben, c'est pas lui, Hafez Assad, il a tout préparé avant son décès. Il a tout préparé, il a mis la table pour qu'il soit en position acceptable par les grandes forces, je vais dire, de la planète. D'ailleurs, la première personne qui est venue au palais pour féliciter Bachar al-Assad, parce qu'il y avait un vice-président, hein, il y avait un monsieur vice-président, monsieur Abdelhamid Khaddam. Officiellement, il était le vice-président et officiellement, il fallait lui donner le pouvoir par la Constitution. Et le Bachar al-Assad, il n'avait pas l'âge. Il avait, je pense, 36 ou 34. Puis l'âge constitutionnel, c'est 40. Donc, ils ont bafoué et la Constitution, ils ont bafoué et le vice-président. Et ils ont mis, c'est qui, bien sûr, c'est pas lui, parce que Hafez était décédé. Donc, l'entourage de Hafez Assad, parce que Hafez Assad, il a mis la table, il a tout préparé. Et ce sont les systèmes, le système de sécurité nationale qui ont obligé tout le monde à accepter Bachar. Et là, j'y arrive. La première personne qui est arrivée au palais pour féliciter M. Bachar al-Assad, c'était qui? C'était Mme Madeleine Albright, l'américaine, c'est la première personne, je me souviens très bien de son image sur les écrans de télé, avec son chapeau noir. Elle était habillée en noir, parce que le monsieur Hafez Assad était récemment décédé. Donc, tout en noir, avec un chapeau large de même, comme une touriste espagnole. Puis là, elle est entrée pour féliciter Bachar al-Assad dans son nouveau poste de président de la République.
Donc, si j'ai bien compris, Nazar, c'est que les USA, ils étaient complices un peu de... Ils ont donné leur bénédiction à Bachar al-Assad pour qu'il devienne le successeur de son père, c'est ça? Monsieur Rachid, une région si importante pour tout le monde comme la Syrie est importante au niveau géographique, au niveau géopolitique, au niveau de ses voisins, voisinage, Israël, Turquie, Iran, tout ça, n'est pas libre à 100%. D'ailleurs, tout le monde n'est pas libre à 100%. Mais la Syrie est dans un état critique, dans un état un peu spécial. C'est pour ça que tu ne peux pas être président sans avoir l'accord des leaders au niveau du monde. Donc, c'est pour ça que, bien sûr, le pourcentage de la souveraineté varie de 0% à 100%. D'ailleurs, il n'y a pas de 0 et il n'y a pas de 100%. Mais lui, il avait besoin d'être accepté par les États-Unis, par la Russie, par Israël d'ailleurs aussi, par la Turquie. Donc lui, il a eu la bénédiction de ses forces. Et c'est pour ça que d'ailleurs, Hafez al-Assad, quand il a pris le pouvoir en 1970, c'était la même chose. Lui, il avait besoin d'avoir l'accord des forces suprêmes. Eh ben ouais, c'est bien de le savoir. سلام دي مس نزار حمود دي سامن دم تكي يغال بشار الأسد الطفل أذابو كيكي إنسان يلول باش كني نسميكي كان يلول ذي 11 شطنبر 65 بضاغا ميموت بس ذي 10 يونيو 2000 يغال نسيدا ذا سلواي ماشا ويبضاغا ميغن لامبر لو كنا ثمن داوت وتسمحها كنا يغال ذا سلواي ماشا فدلن سي تاكيغان وكنا دي يوغال دا سلواي دي 17 يوليو زوج آلاف ثوغا شيكار دياوين غافين كيضرون كثوغا دونك دوبي حمود depuis le 17 juillet donc 2000 président jusqu'à la chute le 10 décembre donc c'est une chute incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé exactement en espace de 10 jours? C'est la chute brutale de l'empire ou de la dynastie, on peut l'appeler comme ça maintenant, la dynastie Al-Assad. Ah, Comment vous voilà, expliquez ça? la dynastie Assad, c'est plus accepté que la dynastie Alaouite, parce que lui, il ne Oui, représente pas tous les tout à Alaouites. fait. Lui, il représente son père et sa famille. Au fait, vous n'avez pas répondu à la question. C'est quoi Alaouite? C'est une secte dans le sunnisme ou le chiisme pour Bon, ceux qui le suivent? oui, ça me fait plaisir d'éclairer un peu. D'ailleurs, moi, je ne représente pas non plus la chose, le peuple, ou si vous voulez, la secte Alaouite. Moi, je suis Alaouite de naissance, mais je ne suis pas religion en général. Je respecte bien sûr toutes les religions, mais je suis Mais pas. vous êtes laïque, vous-même vous êtes laïque, c'est ça? Je suis très laïque, et laïque dans le sens, bien sûr, dans le bon sens de la laïcité, c'est-à-dire de respecter toutes les religions. Je ne suis Ouais. pas athée, je suis laïque. Donc, ça, c'est pour répondre à votre question, c'est qui les Alaouites? Ben, c'est une secte. Le monde musulman est fragmenté, comme vous savez ça très bien. Si il y a les deux branches les plus importantes, c'est sunnites et chiites. Et dans les sunnites, il y en a, je n'exagère pas, il y en a peut-être une centaine de petites branches qui sortent de là. Commençons par les quatre écoles les plus connues, c'est Maliki, Shafi'i, Hanbali, etc. Et de l'autre côté, les chiites, là aussi, c'est fragmenté en plus qu'une centaine de croyances ou d'obéissances ou de petites affaires, des petites gens qui ont des notions un peu différentes au niveau de la théologie et de savoir. Bref, parce que c'est un domaine très large. Les Oui. alaouites, ben, dans les chiites, vous savez, il y a l'Isnaï Ashariya qu'on appelle, donc c'est ça les chiites officiels. Et les Alaouites sont une secte, si vous voulez dire, qui émerge de cette notion, de cette manière de voir l'au-delà, ou l'au-delà, c'est-à-dire la métaphysique. Et là, ils pensent que Ali est un personnage super important. D'ailleurs, tout est maintenant sur Internet et disponible pour tout le monde. Donc, Ali, c'est le personnage le plus important. Après ça, tu as Mohammed. Donc, pour eux, la trilogie, la trinité, comme chez les chrétiens, est très importante. Donc, la trinité chez les chrétiens, c'est Jésus-Christ, c'est Jean-Baptiste, c'est l'Ab, l'Ibn, Ruh al-Qudus, comme on dit. Donc, les Alaouites, Mhm. c'est un peu pareil. C'est un mouvement théologique avant l'islam et qui continue après l'islam et qui croit que Ali, Muhammad et Salman al-Farisi sont la trinité de cette époque. Parce que ils pensent que c'est une trinité qui se répète à travers les temps. Et donc, Pardon, j'ai entendu Selman le faire ici, et compris Selman le faire ici aussi, qui est lui perse. oui, 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 oui.
Donc, D'accord. c'est la trinité des Alaouites. Et ils pensent, comme j'ai dit, que cette trinité se manifeste à travers les temps. Et la dernière manifestation, c'était avec Mohammed et Ali. Voilà. Donc, mais ça, c'est une vision un peu théologique. Moi, je pense que ça ne doit pas intéresser beaucoup de monde, sauf les gens qui travaillent dans la théologie. C'est, théoriquement et pratiquement, ça ne doit pas affecter ni jouer un rôle dans la gouvernance d'une république ou de la Syrie. Ça n'a rien Tout à à fait. voir. Hmm. OK. C'est Parce que bien, c'est bien. Oui. moi, par exemple, comme Syrien, ce que je rêve, ce que je veux, ce que je travaille pour, ce que je déclare, ce que j'écris, on a besoin d'un état de citoyenneté, de citoyens, de droits de l'homme, de séparation de pouvoir, d'alternance des pouvoirs. Et on n'a pas besoin de parler de religion, puis c'est qui pense quoi. Ça ne m'intéresse pas et ça ne doit pas intéresser les gens au pouvoir en Syrie future. D'accord. Donc, pour revenir à ma question, en espace de 10 jours, tout s'est effondré et ça permet à un certain jeune, Abu Mohamed Al-Joulani, de son vrai nom Ahmed Hussein Al-Shara, né en 82 à Riyad, dans l'Arabie Saoudite, de prendre le pouvoir après être passé par plusieurs mouvements djihadistes, dont le Front Al-Nusra, aussi Jabhat al-Nusra, Jabhat al-Nusra al-Sham, Hayat Tahrir al-Sham, la dernière organisation. Auparavant, il est passé par Al-Qaïda, par Daesh, en anglais ISIS. Donc, comme ça, qu'est-ce qui a permis subitement, comme ça, à Abu Mohamed Al-Joulani, jeune qu'il est, de prendre le pouvoir avec une telle facilité de Nazar? D'ailleurs, vous avez noté avec pas mal de succès son historique. Lui, c'est un monsieur qui était mal connu, qui n'était pas connu en Syrie avant. Et lui, il a fait son trajet, sa trajectoire avec Al-Qaïda, avec Abu Bakr al-Baghdadi d'ailleurs. Et il a lutté, il a lutté, c'est pas le mot, il a combattu contre les Américains en Irak. Et bon, il était très proche d'Abou Bakr al-Baghdadi. Et là, Abou Bakr al-Baghdadi, apparemment, lui a confié la mission de revenir en Syrie, parce qu'il est d'origine syrienne, je pense, Oui. et faire la branche de Al-Qaïda, ou plutôt Daesh, parce que ce n'est plus Al-Qaïda, Abou Bakr al-Baghdadi, c'est Daesh. Daesh, ça veut dire Dawlat al-Islam fi l'Iraq wa Sham. Daesh. Hmm. Dawlat Islam, Iraq, Sham. Daesh. Donc, Hmm. il lui a confié la mission d'aller en Syrie, parce qu'il est d'origine syrienne, et de faire Daesh en Syrie. Mais M. Joulani, arrivé à Damas, arrivé en Syrie, donc il a changé d'avis, puis il a décidé de défaire les liens entre lui et Daesh et faire son propre, si vous voulez dire, Mouvement. mouvement, voilà, merci. Et il a appelé à l'époque, je pense, Jabhat al-Nusra. Jabhat al-Nusra, mais les mêmes principes, si vous voulez, mais avec un autre nom. Et après ça, Jabhat al-Nusra a continué à travailler pas mal à travers le pays, mais il a, après les victoires partielles de l'armée syrienne et du régime syrien, avec l'appui bien sûr des Russes et des Iraniens, parce que les événements ont commencé en 2011, en mars, donc, il s'est réfugié dans le côté nord-est de la Syrie, nord-ouest, pardon, de la Syrie, à Idlib. Puis là, il a commencé à exercer ce qu'il pense vrai et juste, c'est-à-dire la charia à Idlib. Et là, il y avait des exécutions, ils ont coupé des mains, ils ont tout fait, hein, comme commencé Al-Qaïda et Abu Bakr al-Baghdadi. Mais apparemment, à un moment donné, il a compris que si jamais il veut un futur différent que Abu Bakr al-Baghdadi, d'ailleurs, Abu Bakr al-Baghdadi, il a été tué où? Il était tué à Idlib. Et donc, la Hmm. descente des Américains, quand ils ont fait ça, donc, parce que Abu Bakr al-Baghdadi, il a pris refuge chez son ami Abu Mus'ab al-Jawlani, et il y en a beaucoup de rapports qui parlent que c'est lui qui a donné, qui a livré Abu Bakr al-Baghdadi aux Américains. Donc ça reste dans les rumeurs, si vous voulez, mais c'est tout à fait logique. Parce qu'après ça, il a commencé à changer un peu son, son image. Donc après ça, il a commencé, d'ailleurs, il a changé le nom de Jabhat al-Nusra à Jabhat Tahrir al-Sham, et ça dit beaucoup, le nom. Et pour ne pas discuter, pour ne pas expliquer ça long, donc il y a avant 3 mois ou 4 mois de ce qui s'est passé là maintenant, en décembre 2014, 2024,
Donc, il a commencé même à changer son discours d'une manière très claire. Il a commencé à parler que les chiites qui sont dans Idlib, ils peuvent revenir chez eux, puis les chrétiens, il n'y a pas de problème, et puis tout ça. Donc, il a commencé à changer de discours. Soudainement, comme vous avez dit, en décembre 2024, là, tout récemment, ben, il a pris l'initiative d'aller attaquer Alep. Puis Alep est tombé dans quelques jours, dans 2 ou 3 jours, ce qui était super étonnant. Non, étonnant entre guillemets. Après ça, la Jabhat Tahrir al-Sham, ils ont progressé très rapide à Hama. L'armée syrienne a cédé, d'une manière très évidente. Il n'y avait pas de combat vraiment. Il y avait des petits combats ici et là, mais ce n'était pas vraiment des vrais combats. Donc l'armée syrienne n'a pas résisté. Et après ça, tout le monde pensait que eux, ils vont avancer vers Homs. Homs, c'est la ville centrale en Syrie, qui est un peu la ville clé de tous les chemins de route, tous les chemins vers le nord, vers le sud, etc. Mais non, 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 ils ont attaqué directement Damas. Et Damas, malgré la présence de Al-Furqa al-Rabi'a, qu'on appelle la région, la quatrième région, qui était très armée, très bien armée, La quatrième brigade, la la quatrième quatrième brigade. brigade, oui, merci. Donc là, ils ont, eux aussi, ils n'ont pas résisté, puis Damas est tombé dans quelques jours. Donc tout ça pour vous dire, vous m'avez posé la question comment ça s'est passé. Ben, c'est une Oui. entente, mon ami. C'est pas de la magie. Ils n'ont pas un chapeau avec un petit lapin, avec une petite baguette. C'est une entente entre la Turquie, les États-Unis, Israël, la Russie et peut-être aussi l'Iran, mais l'Iran était obligé. Donc le grand perdant de tout ça, c'était l'Iran. L'Iran, c'est le maillon faible ou bien celui qui est le plus, comme vous dites, il devient de plus en plus faible, là, l'Iran, n'est-ce pas? Oh oui, c'est le grand perdant de cette entente. Le deuxième perdant, c'est la Russie. Mais la Russie, comme vous voyez, elle a toujours ces 2 bases militaires. D'ailleurs, la présence jusqu'à maintenant de ces 2 bases militaires. Parce que la Russie, l'intérêt de la Russie en Syrie, c'était quoi principalement? Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts. Les deux bases. Et principalement les 2 bases, la base d'aviation à Hmeimim et la base maritime à Tartous. Et ces 2 bases sont toujours là, elles ne sont pas touchées et ils ne vont pas, ils n'iront pas toucher ces 2 bases militaires jusqu'à je ne sais pas combien d'années, parce que c'est ça l'entente. La Russie a accepté de quitter le pays, mais en gardant ces 2 bases militaires en Syrie. Donc, ils ont donné et ils vont recevoir. Qu'est-ce qu'ils vont recevoir exactement, les Russes? Je ne sais pas. Mais ils n'ont pas aidé Bachar al-Assad comme ils ont fait en 2015. Parce que 2015, l'armée syrienne, je rappelle que l'armée syrienne était sur le point de s'effondrer. Sur Hmm. le point de s'effondrer d'une manière drastique parce qu'ils n'étaient pas capables. Ils n'étaient plus capables, les officiers, l'armée syrienne n'était plus capable de tenir contre les djihadistes. À l'époque, c'était Jabhat al-Nusra, justement, avec Daesh et tout ça. Donc, ils étaient sur le point de tomber et les Russes ont intervenu, mais de manière incroyable. Ils ont rasé, ils ont bombardé, ils ont brûlé tout à Idlib, autour d'Alep et le vieux Alep et tout ça pour garder Bachar au pouvoir et ils ont réussi. Cette fois, c'est la même chose, mais ils n'ont pas réagi. Donc, c'est clair qu'ils l'ont laissé tomber. Apparemment, il y avait des pourparlers entre les Russes et Bachar al-Assad pour qu'il cède, pour qu'il commence à appliquer les résolutions de l'ONU, pour qu'il donne une chance pour parler avec l'opposition, tout ça. Mais lui, moi je dirais qu'il était un peu, excusez-moi pour l'expression, mais il était un peu, bon non, je vais être poli quand même, il voyait pas, il voyait mal, il comprenait pas, il comprenait pas. Donc il n'a pas compris comme tous les dictateurs d'ailleurs du monde, il n'a pas compris jusqu'à la dernière, Ils finissent toujours mal et comprennent rien. C'est vrai. jusqu'aux dernières 5 minutes. Donc, c'est ça ce qui est arrivé avec lui. Il n'a pas compris jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Hama, puis qu'il a compris qu'il s'oriente vers Damas. Donc là, il a dit il faut quitter. Et puis il a quitté. Sa femme et ses enfants étaient déjà à Moscou. Et là, il a pris un avion. Puis cet avion, c'était sous les radars, un avion russe pas mal camouflé. Puis maintenant, il est à Moscou tranquille. Oui, mais Nassar, vous avez parlé un peu l'intérêt des Russes dans cette affaire. L'Iran est devenu faible, l'Israël et les États-Unis en revient après. Mais la Turquie, qu'est-ce qu'il gagne la Turquie avec ce plan-là? C'est-à-dire, il a joué un rôle lui aussi, mais qu'est-ce qu'il gagne en contrepartie la Turquie de voir un peu la chute de Assad? Bah, c'est une bonne question et une question compliquée.
la Turquie, la relation entre la Syrie après la chute de l'Empire ottoman, après la Oui, Première Guerre mondiale, la relation entre la Syrie et la Turquie, c'est une relation d'amour et de haine. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire c'est une relation déchirée entre l'amour et l'amitié. Ce que ça veut dire, que il y avait des gens, il y avait un mouvement en Syrie qui dit, bah, ils sont musulmans, sunnites comme nous, et ils représentaient l'islam depuis des siècles. Et nous aussi, on est des musulmans, donc pourquoi on a travaillé pour l'indépendance? Ben, il fallait qu'on reste avec les Ottomans. De l'autre côté, il y avait beaucoup de nationalistes, de souverainistes qui disaient ben non, non, la Syrie, c'est une nation différente. Les Turcs sont des Turcs et les Syriens sont des Syriens. Et des Arabes sont des Arabes. Je ne veux pas entrer dans beaucoup de détails parce que ça date quand même de 100 ans. Il y avait beaucoup de gens à l'époque, qui ont soulevé la phrase, la fameuse phrase qui dit Din lillah wa watan al-jami'. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont des musulmans, on doit rester sous leur joug. Donc, on va faire un État indépendant, etc. Et là, les Français, les Anglais, les Russes sont intervenus. Puis là, la Syrie a vu l'indépendance finale des Français, après le mandat français, en 1947. Donc, à partir de ce moment-là, les relations entre la Syrie et la Turquie ont continué à être un peu complexes, surtout avec l'annexion de la petite Alexandrie, Antioche, Skandaron, comme on appelle, parce que les Turcs ont pris ça par un truc, je peux dire, un truc, une sale affaire, parce que ils ont commencé à pomper des Turcs dans cette région, puis après ça, ils ont fait un sondage puis qui dit ben, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez rester en Turquie ou rester en Syrie? Ben, les gens ont dit, parce que c'était des Turcs principalement, ils ont dit non, 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 on va aller en Turquie. Bref, la Turquie a englouté beaucoup de territoires dans le nord et dans le nord-ouest de la Syrie, après la Première Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale. Là, maintenant, la Syrie est devenue indépendante, et puis il y a un pays, tout ça, mais il reste le problème des Kurdes. Des Kurdes dans la Syrie, les Kurdes, c'est un peuple sans État. C'est un peuple qui réclame un État indépendant. Et les Kurdes sont où géographiquement, géopolitiquement, sont où? Donc, ils sont en nord-ouest de la Syrie, sud-ouest de la Turquie, en Iran aussi, c'est pareil, et en Irak. Donc, ils sont dispersés dans quatre États. Le système en Syrie, c'était Al-Baas, qui est un parti chauviniste un peu au niveau de nationalité. Al-Baas, c'est Hezb al-Baas al-Arabi al-Ishtiraki. C'est pour ça, pour eux, c'est la nationalité arabe qui doit régner partout. Puis ils ont un peu réprimé les Kurdes. Ils ont dit, bah, vous êtes des Syriens, vous êtes des Arabes. Mais non, les Kurdes ne sont pas des Arabes, ils sont une nationalité à part. Donc, ouais. et leur droit à leur langue dans leurs écoles, ils étaient pas, c'était pas permis, par exemple, de parler kurde à l'armée ou dans les écoles, je sais pas quoi. Donc, il y avait des droits qui ont été bafoués. Puis les Kurdes se sont sentis toujours comme à part. Donc, parce que si les Kurdes si le gouverneur de la Syrie indépendante, souveraine après l'indépendance, ont réussi à aller chercher le côté nationaliste syrien de ces Kurdes, il n'y avait pas de problème. Mais non, non c'était réprimé. Et c'est pour ça qu'ils tentaient toujours, à n'importe quelle faiblesse au niveau de l'État syrien, de dire nous sommes des Kurdes et on réclame notre indépendance. Et la Turquie, pour elle, pour la Turquie, comme pays aussi voisin et fort et membre de l'OTAN, c'est un danger. Parce que si les Hmm. Kurdes syriens vont réussir à faire leur propre État, ben les Kurdes dans le sud-est de la Turquie, ils vont faire la même chose. Ils vont réclamer la même chose. Donc, peut-être, il y aura un État qui va traverser les quatre pays, la Syrie, la Turquie, l'Iran et l'Irak. Donc, c'est pour ça que c'est un bobo qui fait mal à la Turquie. Donc, ça, c'est le premier intérêt. Et le deuxième intérêt, bien sûr, c'est la terre, parce qu'il y en a beaucoup maintenant de Turcs chauvinistes, encore une fois, qui disent que Alep est à la Turquie, appartient à la Turquie. Le Mossoul appartient à la Turquie. Donc, ce sont nos territoires que nous étions obligés de quitter après la guerre, la première et le Safar Barlek qu'on appelle. Donc, ils veulent récupérer leur territoire perdu. Et il n'y a pas de garantie qu'ils ne vont pas faire ça, sauf un État souverain syrien fort et qui est capable de défendre sa cause et ramasser toute la mosaïque syrienne pour défendre le territoire. Donc les Turcs ont toujours les yeux sur la terre syrienne et sur le problème des Kurdes et sur aussi, ils utilisent très bien, comme tout le monde d'ailleurs, malheureusement, la religion. Moi, je me souviens très bien, il y avait une entrevue entre
Monsieur, j'ai oublié son nom, c'était le Al-Murshid al-Aam lil-Ikhwan al-Muslimin de Souria. Monsieur, j'ai oublié son nom malheureusement. Donc lui, il a dit dans une entrevue avec des Turcs, il a dit, non, avec une journaliste libanaise, il lui a posé la question, est-ce que vous voulez libérer le Golan de l'Israël? Il a dit oui, oui, bien sûr, c'est une terre syrienne. Mais la petite Alexandrie, Antioche, est-ce que vous voulez libérer de la Turquie? Parce que c'est la Turquie qui l'a pris. Eh ben, lui, il n'a pas voulu répondre. Il a répété la question une, deux, trois fois, puis après ça, il a dit non, 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 nous et les Turcs, il n'y a pas de problème, ils peuvent prendre parce qu'ils sont des musulmans. Donc, c'est ça le problème. Et d'ailleurs, le pays qui a poussé le plus, qui a financé, qui a aidé, qui a fait tout pour que ce coup d'État, entre guillemets, Abu Truc Jolani réussisse, pour qu'il réussisse, ben, c'était la Turquie. Je ne sais Ah, pas si j'ai d'accord. réussi, je sais pas si j'ai réussi à expliquer un peu le contexte. Oui, 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 c'est pas vraiment. Merci beaucoup. Vous avez cité El Jolan, donc comment s'appelle le nom de Abu Mohamed El Jolani, c'est par rapport parce qu'il est d'origine El Jolan, justement. Maintenant, on va parler On d'Israël. ne sait pas, Israël, on sait pas, on sait pas, franchement. Je ne sais pas s'il est vraiment d'origine jolane. Je ne sais oui, pas. mais pourquoi il s'est donné cette étiquette d'El Jolani, En tout ce cas, nom de Jolani? j'ai pas d'informations. Je ne sais pas. D'accord. Bon, on va parler de Julan. Donc, comment tu expliques avec une facilité incroyable l'Israël s'est accaparé de cette Al Golan qui était source de disputes entre la Syrie et l'Israël. Comment tu vas voir la suite Bah, Jolan, comment je vois la suite ou comment ça s'est passé? ouais. Comment ça s'est passé et c'est quoi la suite? Les deux. Bah, comment ça s'est passé? C'est facile. Écoutez, facile à comprendre. Il suffit juste de lire un peu ce qui s'est passé. En 67, la guerre de Harb Les 6 jours, la guerre de 6 jours, non? la guerre de 6 jours. Donc, les Arabes ont perdu, tout simplement, lamentablement. L'Égypte, Jamal Abdel Nasser et la Syrie, à la place de libérer Jérusalem et de jeter les Juifs dans la mer et tout ça, ben, ils ont perdu lamentablement parce qu'ils n'étaient pas préparés. Jamal Abdel Nasser, c'était un monsieur charismatique qui parlait de pan-arabisme, al-Qawmi al-Arabiya. Puis il était un dictateur au fond des choses. Il était un dictateur comme Hafez Assad, comme beaucoup d'autres. Et donc, ils ont perdu la guerre, tout simplement, parce que ce n'était pas vrai leur système. Bon, bref, ils ont perdu la guerre, Oui, oui, lamentablement. oui. Et à la place de libérer des terres, ils ont perdu d'autres terres. Mossadegh a perdu aussi. Sinaï pour l'Égypte et Golan pour la Syrie. Voilà. Et pas seulement ça, les Palestiniens ont perdu West Bank et Gaza. Donc Gaza était dans les Ouais, mains des Égyptiens, puis West ouais. Bank était avec la Jordanie. Ils ont perdu tout ça. Ça, c'est les guerres occupées après le 67. Et il y a des résolutions à l'ONU qui disent que le Golan est une terre occupée. Jusqu'à maintenant, c'est illégal qu'Israël reste au Golan, même au niveau de la loi internationale, des résolutions de l'ONU. Et c'est illégal qu'Israël occupe West Bank, la Cisjordanie et Gaza. Donc c'est illégal jusqu'à maintenant selon les résolutions de l'ONU. En 73, il y avait la guerre de 73. Les Syriens et les Égyptiens ont fait des avancées. On n'oublie pas la traversée du canal de Suez, on n'oublie pas l'avancée de l'armée syrienne au Golan. Ce n'était pas une victoire franche. Les Syriens ont repris Konaitra, qui est une ville importante dans le sud de la Syrie, mais ils ont repris avec une entente avec Israël de ne pas. Il y avait une entente militaire, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc, c'était comme considéré comme victoire. D'ailleurs, ça a donné légitimité à Hafez Assad comme président de la République parce qu'il était le ministre de la Défense. Donc, non, il était le ministre de la Défense à 67 et il est devenu président en 70. Et ça a donné comme légitimité parce que c'est lui qui a libéré un peu, si vous voulez, la Quneitra. Ce qui n'est pas une franche victoire parce qu'il y a une entente avec Israël. Donc, comme par exemple, la Syrie n'avait pas le droit d'aller mettre des chars d'assaut, des arbres lourds à la frontière. Tout ça. Donc, il y avait beaucoup de détails. Donc, Hafez Assad, il est devenu légitimement, il s'est donné une légitimité parce qu'il a gagné la guerre et il a continué il a continué ainsi. Donc là, maintenant, ce qui se passe, c'est pas seulement que le Golan, on l'a perdu en 67, c'est pas seulement qu'on n'a pas réussi à récupérer le Golan avec la guerre de 73, comme j'ai dit, qui était une guerre un peu en tente. Le résultat, bien sûr, de ça,
Mais on a maintenant, donc Israël, comme la Turquie, ils ont toujours les yeux sur les terres syriennes. Le Golan, c'est une terre fertile comme ça se peut pas, riche en tout, si vous voulez, surtout au niveau agricole. D'ailleurs, ça s'appelle le Golan, c'est les collines de Golan. Il y a beaucoup de pluie, il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup de richesse. Donc là, maintenant, ils ont continué. Donc, ils ont eu la chance parce que maintenant, la Syrie est à terre, elle est affaiblie à mort. Et c'est pour ça qu'il n'y a personne, maintenant, il n'y a pas d'armée syrienne, et ils ont commencé à bombarder ce qu'il reste de l'armée syrienne. Il y a maintenant, l'armée syrienne est anéantie complètement. D'accord. Il y a beaucoup d'ennemis autour de la Syrie, et à chaque signe de faiblesse, bah, les loups sont là pour aller déchiqueter le corps de la Syrie actuelle, malheureusement. Dernière question, Nizar. Donc, par rapport à l'Algérie, l'Algérie, c'est le dernier pays pratiquement, le seul pays pratiquement dit arabe, parce qu'on n'est pas arabe, mais bon, qu'à soutenir Bachar el-Assad. Comment vous expliquez? Donc, il a soutenu toujours les dictateurs jusqu'à la dernière minute, y compris Kadhafi en Libye, Bachar maintenant. Comment vous expliquez l'attitude de l'Algérie par rapport à ce conflit? Mais mon ami, la géopolitique, les intérêts, les États ne sont pas des associations de charité. Les États travaillent, fonctionnent par intérêt. Je ne sais pas c'est quoi l'intérêt de M. Tabboune à soutenir le dictateur Bachar al-Assad. Il y a des intérêts, c'est sûr. C'est un jeu compliqué. Mais moi, je trouve que c'est très triste de soutenir un dictateur sanguinaire comme Bachar al-Assad, parce que lui, il baigne dans le sang des Syriens. Les prisons syriennes sont remplies d'atrocités et de catastrophes contre l'humanité. آخر الأنظمة الدكتاتورية نظام الجزائر الذي دعم بشار الأسد على مدار 14 سنة. عمي شو اسمك؟ أنا اسمي عبد المنعم أحمد أباظة. نعم. عم تقول لي لك أخ بجبلة. إيه سليم شعبان وعبد العزيز شعبان. قديش لك بالسجن يا عمي؟ أنا؟ إيه. إيه 98. يا الله. Vous avez probablement tous été sidérés cette semaine en découvrant ces images. Des milliers de prisonniers s'échappant de la prison de Saïd-Naya après la libération de Damas par les rebelles syriens. Des milliers de personnes s'amassent en quête de leurs proches disparus. Dans les cellules, ils découvrent des prisonniers disparus depuis plusieurs décennies, comme ce Jordanien venu à Damas il y a 38 ans pour étudier avant de disparaître. Dans les dédales de la prison, les rebelles découvrent les instruments de torture du régime syrien. Les rebelles découvrent aussi des douzaines de corps dissous dans l'acide et les restes de vêtements et de chaussures appartenant aux prisonniers tués. C'est quoi qui a poussé l'Algérie? Ça, je vous laisse savoir. Ce qui nous concerne comme Syriens, Bachar al-Assad est un criminel sanguinaire. Bachar al-Assad, il a, il baigne, comme j'ai dit, je me répète, dans le sang des Syriens. Je suis très content qu'il soit parti. Je suis très content qu'il soit parti maintenant, mais ma joie est un peu prudente, et pas mal prudente, beaucoup prudente, je dirais, parce qu'on va suivre qu'est-ce que Jabhat al-Nusra et anciennement Daesh, qu'est-ce qu'ils vont faire avec une fois arrivés au pouvoir? Parce que il est clair que l'entente qui s'est passée entre la Turquie, Israël, les États-Unis, l'Iran, la Russie, tout ça, et peut-être aussi l'Union européenne, je ne sais pas, et la Chine, il ne faut pas oublier aussi la Chine. Donc tout ça, ça a donné que Jolani il a eu le feu vert pour aller vers Damas. Mais cette entente, apparemment jusqu'à maintenant, dicte qu'il faut respecter les droits des Syriens, les droits à leur propre religion, les droits des minorités, les droits d'un. Ça, c'est dit maintenant. Écoutez, après 3 mois, 6 mois, moi, je n'ai pas beaucoup de confiance dans les mouvements djihadistes. Je dirais que je suis super méfiant. Ma confiance dans ces mouvements djihadistes, c'est 1/10. On va voir, on va suivre les événements, mais j'ai confiance, j'ai foi que les Syriens, après l'expérience de Bachar al-Assad, ne vont jamais accepter une autre dictature, parce qu'on a payé beaucoup. Bon, comme vous avez mentionné, on a payé de notre souveraineté et de notre
liberté et de notre savoir-faire, tout ça. Donc je pense que les Syriens, d'ailleurs maintenant les Syriens hier sont sortis dans les places publiques pour dire Wahid, 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 Shab, Souri, Wahid. C'était ça ce qu'ils ont dit au début des événements. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit Wahid, 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 Shab, Souri, Wahid, ça veut dire c'est ça la laïcité, c'est ça la démocratie. Donc les gens jusqu'à maintenant crient laïcité et démocratie dans les places publiques. Oui, ceci dit, en conclusion de notre interview, mon cher Nézar, c'est votre message sur Facebook qui m'a plu beaucoup. Vous avez parlé de Souria, comme on est en train de le voir. Souria ليست عربية فحسب. سوريا كردية سريانية عبرانية شنكسية أرمينية وإلى آخره. وليست مسلمة فقط. سوريا مسيحية درزية علوية ismaélia, zédia, yahudia et la akhirah. Est-ce que peut-on espérer voir un jour Syria, si la nouvelle Syrie servir d'exemple à d'autres pays comme l'Algérie, où toutes les diversités à la fois linguistiques et confessionnelles seront reconnues? Oui, il y a espoir, mon ami. Oui, et l'espoir est là parce que nous, on est là et on va essayer de défendre ça. Mon cher Nazar, merci. Beaucoup, monsieur Rachid, merci de votre intérêt pour ce qui s'est passé et j'espère que la Syrie va répondre à tous ces espoirs parce que vraiment, c'est un moment très critique. أكا ميرسي encore une fois تنميرت مس نظام حمودي ثلام ميزس حكان تحواش كلشي ضغانا كذي سوريا كي تولي ثموت سوريا سياغ غزات سيان مليل ذي سنة النظام أو ديني قيمة ثلويث